Bonsoir mes chers abonnés. Ce soir, je vous raconte une histoire extraordinaire qui prouve que la bonté peut transformer des vies de manière totalement inattendue. C'est l'histoire de Marc Dubois, gardien de nuit de 35 ans et père célibataire de la petite Léa à Lyon, qui a recueilli une étudiante sans abri qu'il a trouvée endormie dans la bibliothèque universitaire. Ce qu'il ne savait pas, c'est que cette jeune femme désespérée était en réalité la fille héritière de l'un des hommes les plus riches de France. Restez jusqu'à la fin pour découvrir comment un geste de générosité a créé la famille la plus inattendue. Marc Dubois poussait son chariot de nettoyage dans les couloirs silencieux de la bibliothèque universitaire de Lyon. Il était minuit passé en ce mardi soir de novembre, et le bâtiment aurait dû être complètement vide. Mais là, dans le coin de la section économie, quelqu'un était encore là. Une jeune femme aux cheveux châtains était recroquevillée sur une pile de manuels, sa tête reposant sur ses bras. Même de loin, Marc pouvait voir qu'elle dormait profondément, son visage pâle, marqué par l'épuisement. Ses vêtements, un pull délavé avec un petit trou au coude et un jean usé, racontaient une histoire qu'il reconnaissait trop bien. Marc l'avait déjà remarqué pendant ses rondes nocturnes, toujours dans le même coin, toujours seul, toujours penché sur ses livres avec une intensité qui parlait de désespoir plus que de simple passion pour les études. Il avait observé qu'elle ne se rendait jamais à la cafétéria, ne rejoignait jamais d'autres étudiants pour les repas. Ce soir, des traces de larmes séchées sur ses joues brillaient sous la lumière arche de la bibliothèque. « Mademoiselle », dit Marc doucement, sa voix portant plus de bonté que d'autorité en s'approchant de sa table. La bibliothèque est fermée. La jeune femme sursauta, ses yeux verts s'ouvrant grands dans la panique. « Oh, pardon, je me suis endormie. Je vais partir tout de suite. » Elle commença à rassembler ses livres avec des mains tremblantes, visiblement désorientée et effrayée. « Hé, doucement, » dit Marc, posant son vaporisateur et s'asseyant en face d'elle. Quelque chose chez elle lui rappelait un animal acculé, désespéré et prêt à fuir. « Ça va? Vous avez l'air de ne pas avoir mangé depuis des jours. » La question brisa le peu de composure qui lui restait. Ses épaules se mirent à trembler et les larmes commencèrent à couler librement. « Ça va, » chuchota-t-elle. Mais sa voix trahissait tout. « C'est juste que... je n'ai nulle part où aller ce soir. Le foyer d'urgence était plein et je n'ai pas les moyens de prendre un hôtel. » Marc sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Il avait été là où elle était, pas sans abri, mais assez proche pour comprendre cette sensation de vide quand on n'a nulle part où se tourner. Sans poser d'autres questions, il dit « Venez chez moi », dit-il tranquillement, se surprenant lui-même avec ces mots. « Je n'ai pas grand-chose, mais j'ai un canapé et de la soupe dans le garde-manger. Sans condition, juste un endroit chaud pour dormir et un repas chaud. » La jeune femme le regarda avec une gratitude si brute que Marc dut détourner les yeux. « Je ne peux pas accepter ça. Je ne vous connais même pas, et vous ne me connaissez pas. Et si j'étais dangereuse? » Malgré tout, Marc réussit à esquisser un petit sourire. « Eh bien, vous faites la moitié de ma taille, et vous vivez dans la bibliothèque depuis des semaines à lire des manuels d'économie. Je pense que je peux prendre le risque. » 20 minutes plus tard, il marchait dans les rues faiblement éclairées de Lyon vers l'immeuble de Marc. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était la tranquillité de deux personnes qui comprenaient la lutte sans avoir besoin de l'expliquer. « Je m'appelle Camille », dit-elle finalement alors qu'il montait les escaliers vers un appartement au 2e étage. « Marc », répondit-il en tâtonnant avec ses clés. « Et attention, j'ai une fille de 6 ans. Elle dort, mais elle est curieuse de tout. Ne soyez pas surprise si elle a 100 questions pour vous demain matin. » Le premier vrai sourire de Camille de la soirée fut petit mais authentique. L'appartement était petit, juste un 2 pièces qui témoignait d'un budget soigneusement géré et d'une gestion créative de l'espace. L'uniforme de gardien de Marc pendait au dos d'une chaise de cuisine encore humide de son service. Des dessins d'enfants couvraient le réfrigérateur, taches de couleurs vives dans l'espace modeste. « La chambre de Léa », dit Marc en hochant vers la porte de la chambre.
Je dors ici, gesta-t-il vers le canapé-lit qui avait connu des jours meilleurs. Vous pouvez prendre le canapé ce soir. Je prendrai le sol. Absolument pas, dit rapidement Camille. Vous en faites déjà bien assez. Je ne vais pas vous laisser prendre le sol dans votre propre appartement. Nous pouvons nous disputer à ce sujet demain. Pendant que Marc réchauffait une boîte de soupe aux légumes, la partageant entre deux bols, même si ce n'était pas tout à fait assez pour une personne, Camille regardait autour du petit espace avec quelque chose comme de l'émerveillement. Chaque coin montrait les preuves d'un père qui faisait de son mieux. Des papiers de devoir organisés sur un bureau de fortune, de petites chaussures alignées soigneusement près de la porte. Une bibliothèque faite de caisses de lait empilées remplies de livres d'images et de quelques livres de poche usés. « Depuis combien de temps êtes-vous seul ?» demanda Marc en posant un bol devant elle. Camille enroula ses mains autour de la céramique chaude, reconnaissante d'avoir quelque chose à tenir. « 6 mois, dit-elle prudemment. Il y a eu un désaccord familial. J'ai choisi l'indépendance plutôt que le compromis. » Marc acquiesça, comprenant que certaines histoires ne peuvent pas être racontées d'un coup. L'indépendance coûte cher. Plus cher que je ne le pensais, admit Camille, prenant une petite gorgée de la soupe et essayant de ne pas montrer à quel point c'était bon après des jours de snacks de distributeur automatique. J'avais des économies, mais les frais de scolarité, les livres, le logement, ça part plus vite qu'on ne le croit. Qu'est-ce que vous étudiez? Économie et gestion d'entreprise, elle marqua une pause, puis ajouta doucement. Je voulais prouver que je pouvais m'en sortir seule. On dirait que vous y arrivez. Camille laissa échapper un rire amer. Dormir dans les bibliothèques et accepter la charité d'étrangers. Ce n'est pas exactement l'histoire de réussite que j'avais en tête. Demander de l'aide, ce n'est pas un échec, c'est de la survie. Et il n'y a pas de honte à survivre. Cette nuit-là, alors que Camille était recroquevillée sur son canapé sous sa seule couverture de rechange, elle fixa le plafond et essaya de se souvenir de la dernière fois où quelqu'un lui avait montré de la gentillesse sans rien attendre en retour. Dans sa vie d'avant, celle qu'elle avait quittée 6 mois plus tôt, chaque geste était assorti de conditions. Chaque gentillesse était un investissement dans un retour futur. Depuis la cuisine, elle pouvait entendre Marc bouger tranquillement, se préparant pour le lendemain. Il lui avait donné son dîner, sa couverture, sa sécurité, et n'avait demandé que la chance d'aider. Elle pensa au manoir de Saint-Germain-en-Laye où elle avait grandi, au fonds fiduciaire qui avait été gelé le jour où elle avait refusé d'épouser Guillaume Moreau, l'héritier choisi par son père. Au père qui lui avait donné un ultimatum qui ressemblait à choisir entre son âme et sa survie. Elle avait choisi son âme. Ce soir, elle n'était pas sûre si cela faisait d'elle quelqu'un de courageux ou de fou. Le lendemain matin, Camille se réveilla au son de petits pieds qui couraient sur le sol et de voix chuchotées de la cuisine. « Papa, qui c'est la dame sur notre canapé? » La voix était vive et curieuse, appartenant à quelqu'un qui n'avait clairement pas peur du monde. « Elle s'appelle Camille, ma chérie. Elle avait besoin d'un endroit pour rester pour la nuit. »« Elle est gentille? » »« Je pense que oui. Mais peut-être que tu peux m'aider à le découvrir. » Camille sourit malgré elle et s'assit lentement. Une petite fille, avec des boucles sombres et des yeux brillants, jeta un coup d'œil autour du coin, portant un pyjama couvert de princesses de dessins animés. « Salut, » dit Léa timidement. « Je m'appelle Léa. Tu prends le petit déjeuner avec nous? » « Si c'est d'accord avec ton papa, » dit Camille en jetant un coup d'œil vers la cuisine, où Marc retournait ce qui ressemblait aux crêpes les plus fines du monde. « C'est plus qu'accord. J'espère que vous aimez les crêpes. Attention, elles sont surtout faites d'espoir et de farine. » Tous les trois se serrèrent autour d'une petite table clairement conçue pour deux, partageant des crêpes qui étaient effectivement plus espoir que substance, mais qui goûtaient mieux que tout ce que Camille avait mangé en des mois. Une nuit devint 3, puis une semaine, puis plus longtemps. Camille trouva un emploi au bureau d'aide financière de l'université, salaire minimum, mais c'était quelque chose.
Elle insista pour contribuer ce qu'elle pouvait aux courses, aux factures, aux petites dépenses qui gardaient leur famille improvisée à flot. Ce qui l'étonnait le plus, c'était la facilité avec laquelle elle s'intégrait dans leur rythme. Elle accompagnait Léa à l'école quand Marc avait des services tôt, aidait avec les devoirs le soir, lisait des histoires de coucher avec des voix différentes pour chaque personnage. Elle apportait de l'organisation au planning chaotique de Marc, l'aidait à étudier pour les cours du soir qu'il suivait pour devenir superviseur de bâtiment. Plus que cela, elle apportait quelque chose que ni Marc ni Léa n'avaient réalisé qu'il leur manquait, le sentiment d'être une famille complète. « Mademoiselle Camille », dit Léa un soir alors que Camille l'aidait avec un projet de coloriage. « Tu vas rester pour toujours ?» La question prit Camille au dépourvu. Elle jeta un coup d'œil vers la cuisine où Marc lavait la vaisselle, le dos tourné vers elle. « Je ne sais pas, ma chérie. Ça te plairait? » « Oui, » dit Léa sans hésitation. « Tu fais sourire papa plus souvent et tu fais vraiment de bons croque-monsieur. » Cette nuit-là, après que Léa était couchée, Marc et Camille s'assirent ensemble sur le canapé, partageant une tasse de thé qui devait s'étirer entre eux deux. « Elle m'a demandé si je restais pour toujours, » dit doucement Camille. Marc resta silencieux un moment. « Qu'est-ce que tu lui as dit, que je ne savais pas? » Camille se tourna pour lui faire face, étudiant son profil dans la lumière tamisée. « Qu'est-ce que tu lui dirais? » « Je lui dirai que j'espère que tu le feras, mais seulement si c'est aussi ce que tu veux. » Camille sentit son souffle se coincer. En 6 mois de lutte, de prouver son indépendance, de se battre pour construire une vie selon ses propres termes, elle ne s'était pas attendue à trouver ça. Un homme qui valorisait sa présence, non pas pour ce qu'elle pouvait lui donner, mais simplement pour qui elle était. « Je ne me suis jamais sentie plus chez moi nulle part, » dit-elle honnêtement. Marc tendit la main vers la sienne, entrelaçant leurs doigts. « Alors reste. » Le premier fois qu'il l'embrassa, c'était un soir neigeux de février. Ils rentraient de la bibliothèque ensemble. Camille avait étudié pendant le service de Marc, avec Léa sautillant entre eux, tous les trois partageant le manteau d'hiver usé de Marc parce que ni celui de Camille ni celui de Léa n'était adéquat pour l'hiver brutal de Lyon. Léa avait couru en avant pour attraper des flocons de neige sur sa langue quand Camille commença à rire de quelque chose que Marc avait dit sur sa nouvelle coiffure de son superviseur. Marc s'arrêta de marcher et se tourna pour lui faire face, son expression soudain sérieuse. « Quoi? » demanda-t-elle, souriant encore. « Je t'aime, » dit Marc simplement, comme s'il commentait la météo. « Et Léa t'aime aussi. Nous t'aimons toutes les deux. » Le sourire de Camille s'estompa, remplacé par quelque chose de plus profond et plus vulnérable. « Marc, Tu n'as pas besoin de dire quelque chose en retour, » l'interrompit-il doucement. « Je voulais juste que tu le saches. Tu as rendu nos vies meilleures à tous égards. Et je veux que tu comprennes à quel point je suis reconnaissant que tu nous fasses assez confiance pour partager ta vie avec nous. » Au lieu de répondre avec des mots, Camille se dressa sur la pointe des pieds et l'embrassa, douce et sucrée, et pleine de promesses. Léa revint en courant à ce moment, riant et jetant ses bras autour de leurs 2 jambes. Dans cet instant parfait, debout dans la neige qui tombait devant leur immeuble modeste, ils se sentirent comme une vraie famille. Mais leur bonheur était surveillé. Pendant 3 mois, ils vécurent dans une ignorance bénie de la tempête qui se rassemblait autour d'eux. Camille avait trouvé son rythme au bureau d'aide financière, aidant d'autres étudiants en difficulté à naviguer dans le monde complexe des prêts et bourses. Son intelligence brillait à travers tout ce qu'elle touchait. Marc l'observait parfois travailler quand il venait vider les poubelles, émerveillé par sa capacité naturelle à commander le respect et la confiance des étudiants et des administrateurs. Il y avait quelque chose dans sa façon de se porter, une dignité tranquille qui parlait de force intérieure. Leurs soirées tombèrent dans un rythme confortable. Dîner autour de leur petite table, Léa bavardant sur l'école, tandis que Marc et Camille échangeaient des regards par-dessus sa tête, le genre de regard qui passait d'entre les personnes qui tombent plus profondément amoureuses chaque jour. L'argent était toujours serré, mais ils arrivaient à s'en sortir.
Le salaire de Camille couvrait sa part des courses et services. Les salaires de Marc payaient tout le loyer et les besoins de Léa. Ensemble, ils survivaient d'une manière qui semblait durable, même pleine d'espoir. C'était par un chaud matin de printemps en avril que la première fissure apparut dans leur monde parfait. Marc revenait de son service, impatient du rituel du samedi matin qu'ils avaient développé. Crêpes, s'ils pouvaient se les permettre, pain grillé sinon, mais toujours ensemble autour de leur petite table. En s'approchant de leur immeuble, il remarqua une berline noire garée de l'autre côté de la rue, ses vitres teintées assez sombres pour cacher quiconque était assis à l'intérieur. Il n'y pensa rien jusqu'à ce qu'il la voie à nouveau le lendemain et le jour suivant. Probablement quelqu'un qui rend visite à Madame Chen, dit Camille quand il le mentionna, mais sa voix portait une attention qui n'était pas là auparavant. À la fin de la semaine, Marc était sûr qu'ils étaient surveillés. La berline changeait de position, mais ne quittait jamais le quartier. Parfois, c'était une voiture différente entièrement. Un SUV gris, un minivan bleu foncé, mais toujours avec ses vitres teintées, toujours positionnées, où elle pouvait surveiller l'immeuble. Camille avait commencé à regarder par-dessus son épaule quand il marchait vers et depuis le collège. Elle sursautait aux bruits inattendus, devenait silencieuse pendant les repas. Léa, avec l'intuition que les enfants ont pour l'anxiété des adultes, commença à s'accrocher plus étroitement à elles deux. « Camille, » dit Marc un soir après que Léa soit allée se coucher. « S'il y a quelque chose de ton passé qui pourrait nous rattraper, ce serait le bon moment pour le dire. » Elle resta silencieuse si longtemps que Marc pensa qu'elle ne répondrait peut-être pas. Quand elle parla finalement, sa voix était à peine au-dessus d'un chuchotement. « Mon nom n'est pas vraiment Camille Winters, » dit-elle sans croiser son regard. « C'est Camille Beaumont. Mon père est Philippe Beaumont. » Le nom frappa Marc comme un coup physique. Même quelqu'un qui ne suivait pas les nouvelles d'affaires connaissait ce nom. Philippe Beaumont, magnat de l'immobilier, l'un des hommes les plus riches de France. Son visage avait été en couverture du magazine L'Express l'année dernière. « Ton père est… » Marc ne put finir la phrase. « Vaut environ 400 millions d'euros. » Oui. La voix de Camille était plate, sans émotion. J'ai tout quitté il y a 6 mois quand il a essayé de me forcer dans un mariage arrangé. Il m'a donné un ultimatum. Épouser Guillaume Moreau et sécuriser une fusion d'entreprises ou être complètement déshérité, j'ai choisi l'indépendance. Marc la fixa, son esprit tournoyant. Tu me dis que tu as renoncé à des millions d'euros pour travailler au salaire minimum dans un bureau d'aide financière? J'ai renoncé à des millions d'euros pour avoir le droit de choisir ma propre vie, pour tomber amoureuse de qui je voulais, pour être valorisée pour qui je suis, pas ce que je vaux. Et tu penses qu'il t'a trouvé. Je sais qu'il m'a trouvé. » Camille le regarda enfin, et ses yeux étaient remplis de peur. Ses voitures, la surveillance, c'est son style. Il planifie probablement son prochain mouvement depuis des semaines. Marc sentit une terreur froide s'installer dans son estomac. Quel genre de prochain mouvement? Je ne sais pas. Mais la voix de Camille suggérait qu'elle avait des peurs très spécifiques. Ce n'est pas quelqu'un qui accepte facilement la défaite, et ce n'est pas quelqu'un qui se soucie beaucoup des dommages collatéraux. Le lendemain matin, les peurs de Marc furent confirmées de la pire façon possible. Il revenait de son service de nuit, épuisé et impatient de ramper dans son lit pour quelques heures avant que Léa se réveille quand il les vit. 3 hommes en costume coûteux se tenaient près de l'entrée de son immeuble, complètement déplacé dans le quartier ouvrier. L'homme le plus grand s'avança quand Marc s'approcha. « Marc Dubois? Oui, c'est moi, puis-je vous aider? Mon nom est Philippe Beaumont. Je crois que vous connaissez ma fille. » « Je pense que vous vous trompez de personne, » dit prudemment Marc. Philippe sourit, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. « Ma fille se fait appeler Camille Winters maintenant, mais son vrai nom est Camille Beaumont. Et à moins que vous ne vouliez vous retrouver face à des accusations d'enlèvement et de fraude, vous coopérerez avec moi. » Enlèvement? La voix de Marc monta malgré ses efforts pour rester calme. « Elle n'est pas prisonnière ici. Elle est libre de partir quand elle veut. » « Vraiment,
Parce que d'après ce que je comprends, vous l'avez isolée, rendue dépendante de vous, convaincue que sa famille ne l'aime pas. Ça ressemble à de la manipulation. Marc secoua la tête, la colère montant dans sa poitrine. C'est vous qui l'avez coupée, qui lui avez donné des choix impossibles. Moi, je lui ai juste donné un endroit pour dormir et quelque chose à manger. Et que voulez-vous en retour? Les yeux de Philippe se plissèrent. De l'argent, une part de son héritage, laissez-moi deviner. Vous planifiez de l'épouser et de mettre la main sur son fonds fiduciaire. Je veux qu'elle soit heureuse, dit tranquillement Marc. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Philippe rit, un son dénué d'humour. Comme c'est noble, et comme c'est commode que son bonheur corresponde à vos intérêts financiers. Vous ne savez rien de moi. Je sais tout de vous, Monsieur Dubois. Je sais que vous avez 3 mois de retard sur le loyer, que votre camionnette a besoin de 1 000 € de réparation, que vous suivez des cours du soir que vous pouvez à peine vous permettre parce que vous rêvez de quelque chose de mieux. Je sais que vous êtes exactement le genre d'homme qui verrait ma fille comme un ticket repas. Marc sentit son visage brûler de honte et de colère. Tout ce que Philippe disait était vrai, mais pas de la façon qu'il le voulait dire. Si vous en savez tant sur moi, alors vous savez que je survivais à peine avant l'arrivée de Camille. Si je voulais son argent, vous ne pensez pas que j'aurais essayé de découvrir qui elle était vraiment? Peut-être êtes-vous juste plus malin que je ne vous en créditais? Jouez le long jeu. Philippe s'approcha, sa voix tombant à un chuchotement menaçant. Voici ce qui va se passer. Vous allez convaincre ma fille de rentrer à la maison, où je vais rendre votre vie très difficile. Je peux vous faire virer de votre travail d'un coup de téléphone. Je peux faire en sorte que votre propriétaire vous expulse. Je peux m'assurer que vous ne travaillez plus jamais dans cette ville. Vous me menacez? Je vous promets. Ce soir-là, Marc s'assit à leur petite table de cuisine, fixant ses mains et essayant de comprendre comment dire à Camille que ses pires peurs étaient devenues réalité. Quand elle rentra de son service au bureau d'aide financière, son visage brillant de quelques petites victoires qu'elle voulait partager, Marc sentit son cœur se briser à nouveau. « T'as l'air terrible », dit-elle immédiatement, laissant tomber son sac et venant à ses côtés. « Qu'est-ce qui s'est passé? » Marc prit ses mains dans les siennes, notant comme elles étaient encore douces malgré des mois de travail dur. Comme elles étaient gracieuses malgré tout ce qu'elle avait traversé. « Ton père est venu me voir aujourd'hui. » La couleur quitta le visage de Camille. « Qu'est-ce qu'il voulait? »« Toi. Il veut que tu rentres à la maison. » Marc lui raconta la rencontre, regardant son visage passer par la peur, la colère et finalement la détermination. « Je ne rentre pas, » dit-elle fermement. « Je me fiche de ce qu'il menace ou de ce qu'il promet. C'est ma vie maintenant et je choisis de la passer avec toi. » Camille, il pourrait me détruire, il pourrait nous détruire. Elle prit son visage dans ses mains, ses yeux verts brillant d'un amour féroce. Alors nous y ferons face ensemble. Je n'ai pas tout abandonné juste pour retourner en courant au moment où il apparaît avec des menaces. Les semaines suivantes, la pression monta systématiquement. Marc fut appelé dans le bureau de son superviseur pour des violations de plus en plus mesquines. Son nettoyage n'était pas assez minutieux. Il prenait trop de temps dans ses rondes. Il y avait eu des plaintes sur son attitude. Le programme d'école de nuit auquel il était inscrit ne pouvait soudain plus trouver ses papiers, mettant en péril ses rêves d'avancement. Leur propriétaire, M. Martin, qui avait toujours été compréhensif pour les paiements de loyer en retard, décida soudain qu'il avait besoin de rénover leur immeuble et leur donna 30 jours de préavis pour trouver un nouvel endroit. À travers tout cela, Marc et Camille se cramponnèrent l'un à l'autre et à leur amour pour Léa. Ils trouvèrent un appartement moins cher de l'autre côté de la ville, plus petit, plus délabré, dans un quartier qui rendait Marc nerveux de marcher seul après l'obscurité. Il prit un travail de week-end nettoyant des immeubles de bureaux, rentrant épuisé mais déterminé à maintenir leur indépendance. Camille donna des cours particuliers à des étudiants en difficulté pour de l'argent supplémentaire, ces sessions se déroulant dans la bibliothèque où elle avait autrefois dormi sans abri et désespérée. Il survivait, mais à peine.
La joie qui avait caractérisé leurs premiers mois ensemble était lentement ébranlée par la pression implacable de la campagne de Philippe Beaumont pour récupérer sa fille. C'était un mardi après-midi et Camille aidait un étudiant de première génération à comprendre son package d'aide financière quand la porte du bureau s'ouvrit et son père entra. L'étudiant jeta un coup d'œil à Philippe en costume coûteux et présence imposante et rassembla rapidement ses papiers, marmonnant quelque chose sur revenir plus tard. « Bonjour Camille, dit Philippe, utilisant son vrai prénom comme une arme. Nous devons parler. C'est mon lieu de travail et tu dois partir. Vraiment? Combien de temps penses-tu que tu auras ce travail une fois que j'aurai passé un coup de fil au président de l'université? Daniel Rousseau et moi jouons au golf ensemble tous les jeudis. Qu'est-ce que tu veux, papa? Je veux ma fille de retour. Je veux que tu arrêtes cette mascarade ridicule et que tu rentres à la maison où tu as ta place. Ce n'est pas une mascarade, dit Camille, sa voix montant malgré ses efforts pour rester calme. C'est ma vie. Je suis heureuse ici. Heureuse? Philippe regarda autour du bureau exigu, avec ses lumières fluorescentes vacillantes et son linoléum écaillé. Tu travailles pour le salaire minimum. Tu vis dans la pauvreté, tu sors avec un homme qui peut à peine nourrir son propre enfant. C'est ça que tu appelles le bonheur. Oui, dit-elle sans hésitation. Parce que c'est à moi. Chaque choix, chaque lutte, chaque petite victoire, tout est à moi. Je l'ai gagné. Tu as gagné le droit de manger de la soupe en boîte et de t'inquiéter pour l'argent du loyer. J'ai gagné le droit de tomber amoureuse de quelqu'un qui me valorise pour qui je suis, pas pour ce que je vaux. J'ai gagné le droit de faire partie d'une famille qui m'a choisi, pas d'une qui me voit comme un atout commercial. L'expression de Philippe s'adoucit légèrement. Je t'aime, Camille. Tout ce que j'ai fait, chaque décision que j'ai prise a été pour te protéger et subvenir à tes besoins. Alors laisse-moi partir, chuchota Camille. Si tu m'aimes, laisse-moi choisir ma propre vie. Je ne peux pas faire ça, dit tristement Philippe. Pas quand tu choisis de gaspiller ta vie avec des gens qui ne peuvent pas te donner ce que tu mérites. Ils me donnent ce dont j'ai besoin. L'amour, le respect, l'acceptation. Quand est-ce que tu m'as demandé ce que je voulais pour la dernière fois, au lieu de me dire ce que je devrais vouloir? Philippe se leva, son bref moment de vulnérabilité remplacé par une détermination froide. Tu as 1 semaine pour mettre fin à cette relation et rentrer à la maison. Si tu ne le fais pas, je détruirai tout ce que tu penses aimer ici. Mais quelque chose d'inattendu allait se produire. Parfois, l'amour véritable peut changer même le cœur le plus dur. Le lendemain matin, apporta un visiteur inattendu. Philippe Beaumont se tenait à la porte de leur appartement, mais quelque chose était différent chez lui. Disparue était la présence imposante et l'attitude menaçante. Au lieu de cela, il ressemblait à ce qu'il était vraiment, un homme fatigué et vieillissant qui avait mené une bataille qu'il n'était plus sûr de vouloir gagner. Marc et Camille échangèrent des regards. Léa jeta un coup d'œil derrière les jambes de Marc, curieuse de l'étranger bien habillé. « 5 minutes, dit Marc en s'écartant pour le laisser entrer. Philippe regarda autour de leur petit appartement, aux dessins d'enfants sur le réfrigérateur, aux manuels empilés sur des étagères de caisses de lait, aux preuves d'une famille faisant de son mieux avec très peu. Son expression était illisible. « Je vous ai observé, dit Philippe à Marc, sa voix dépourvue de l'hostilité précédente. J'ai vu comment vous prenez soin d'elle, comment vous la protégez, même quand ça vous coûte tout. Et alors, répondit Marc avec lassitude, se positionnant légèrement devant Camille et Léa. Je commence à penser que j'ai peut-être mal jugé la situation. Philippe s'assit lourdement dans leur seule bonne chaise, paraissant soudain plus vieux que ses 58 ans. J'ai perdu ma femme quand Camille avait 12 ans. Depuis lors, j'ai essayé de tout contrôler dans sa vie parce que j'étais terrifié de la perdre aussi. Mais je la perds de toute façon, n'est-ce pas? Marc jeta un coup d'œil à Camille, qui regardait son père avec un mélange d'espoir et de prudence. « Elle vous aime, » dit Marc avec précaution. « Elle est juste fatiguée d'être traitée comme un actif commercial au lieu d'une fille. » Philippe acquiesça lentement, ses mains jointes sur ses genoux. « Je veux qu'elle soit heureuse. »
Je veux qu'elle soit en sécurité. Je pensais que cela signifiait épouser quelqu'un de notre monde, quelqu'un qui pourrait subvenir à ses besoins comme elle a l'habitude de vivre. Elle n'a pas besoin de luxe pour être heureuse, dit Marc. Elle a besoin d'être respectée, d'avoir ses choix qui comptent, d'être aimée pour qui elle est plutôt que pour ce qu'elle vaut. Et vous l'aimez pour qui elle est. La question resta suspendue entre eux. Marc pouvait sentir les yeux de Camille sur lui, pouvait sentir Léa qui écoutait derrière ses jambes, et pouvait sentir le poids de tout ce qu'ils avaient construit ensemble reposant sur sa réponse. Je l'aime pour tout ce qu'elle est, son intelligence, sa gentillesse, sa force. J'aime comment elle fait un café terrible mais essaie quand même. J'aime comment elle lit 3 livres à la fois et mélange les intrigues. J'aime son rire, son entêtement, et la façon dont elle voit le meilleur chez tout le monde, même quand il ne le mérite pas. Il marqua une pause, regardant Philippe directement dans les yeux. Je l'aime tellement que je la laisserais partir si je pensais que cela la rendrait plus heureuse. Philippe resta silencieux longtemps, étudiant Marc avec le regard calculateur d'un homme qui avait passé sa vie à lire les gens. Finalement, il se tourna vers sa fille. « C'est ce que tu veux, Camille, cette vie, cet homme? » « Oui, » dit-elle sans hésitation, tendant la main vers celle de Marc. « Je veux Marc. Je veux notre vie ensemble, peu importe à quoi ça ressemble. » Philippe soupira profondément, le son d'un homme qui abandonnait une bataille qu'il menait depuis trop longtemps. « Alors, je suppose que j'ai besoin d'apprendre à accepter ça. Mais j'ai des conditions. » Marc se tendit, s'attendant à plus d'ultimatums, mais Philippe leva une main. Pas le genre que vous pensez. Je veux que vous veniez tous les 2 dîner la semaine prochaine. Je veux apprendre à connaître l'homme que ma fille aime et je veux m'excuser pour les menaces et la pression. Je veux essayer d'être un meilleur père. Et si vous décidez que vous n'approuvez toujours pas, demanda Camille, sa voix prudente. Alors je devrais apprendre à vivre avec la déception, dit tristement Philippe, parce que je préfère vous avoir dans ma vie selon vos conditions que ne pas vous avoir du tout. Léa, qui avait écouté avec la fascination d'un enfant, sortit de derrière Marc et s'approcha de Philippe. « Monsieur, » dit-elle avec la franchise brutale d'une enfant de 6 ans, « êtes-vous le papa de Camille? »« Oui, ma chérie, je le suis. »« Alors pourquoi vous la rendiez triste? Les papas ne sont pas censés faire pleurer leur petite fille. » 1 an plus tard, ils se trouvaient dans le salon de leur nouvelle maison à Saint-Germain-en-Laye. Une maison modeste mais confortable dans un quartier sûr, avec un jardin où Léa pouvait jouer et de bonnes écoles. Philippe avait tenu parole sur tous les fronts. Pas d'ingérence, juste le soutien d'un père qui avait appris à faire confiance au jugement de sa fille. Le mariage avait eu lieu 6 mois plus tôt dans la petite église de leur ancien quartier, avec Léa radieuse en robe de demoiselle d'honneur rose qu'elle avait choisie elle-même. La cérémonie avait été simple mais parfaite, remplie d'amis de leur voisinage, de collègues de leurs emplois et d'étudiants que Camille avait aidés en cours de route. Philippe avait marché sa fille Tieki dans l'allée et quand il avait placé sa main dans celle de Marc, il avait chuchoté « Prenez soin de son cœur, c'est la chose la plus précieuse qu'elle ait. » Marc avait serré la main de Camille et souri à son futur beau-père. Je m'en occupe depuis le jour où nous nous sommes rencontrés. Je n'arrête pas maintenant. L'entreprise commune marchait au-delà de leurs espérances. La Fondation Beaumont pour l'accès éducatif avait ouvert ses portes avec Camille comme directrice et Marc gérant les opérations tout en continuant son travail au collège. Leur première année, ils avaient aidé 52 étudiants à naviguer dans le monde complexe du financement universitaire. Mais le vrai succès se mesurait en moments plus petits. Des petits déjeuners du samedi matin autour de leur table de cuisine avec Léa bavardant sur son dernier projet artistique, pendant que Marc et Camille partageaient du café et des plans pour la journée. Les visites mensuelles de Philippe où il s'asseyait par terre jouant aux poupées avec sa petite fille, ou aidait Marc à réparer le robinet qui fuyait dans la salle de bain d'amis. Des dîners de famille où ils parlaient de travail, d'école, de rêves et de l'avenir qu'ils construisaient ensemble. Des soirées tranquilles sur leur porche avant regardant Léa jouer avec les enfants du voisinage, tandis que Marc et Camille planifiaient leur prochaine initiative pour aider les étudiants en difficulté.
À leur deuxième anniversaire de mariage, alors qu'ils étaient assis sur ce même porche après avoir couché Léa, Camille se blottit contre le côté de Marc. « Tu regrettes parfois, demanda Marc, d'avoir renoncé à la fortune, au lifestyle, à tout ce que tu aurais pu avoir. » Camille regarda autour d'elle, leur jardin modeste, les jouets de Léa éparpillés sur l'herbe, les lumières chaudes de leur maison derrière eux. « Tu sais ce que je regrette ?» dit-elle en prenant sa main. « D'avoir failli passer à côté de ça. D'avoir failli choisir une vie vide plutôt qu'une vie pleine. Même si je ne suis qu'un ancien gardien de nuit. Tu n'es pas qu'un gardien de nuit, Marc Dubois. Tu es l'homme qui s'arrête pour aider une étrangère dans le besoin. Qui élève sa fille avec tant d'amour. Qui m'a appris que le bonheur ne se mesure pas en chiffres bancaires. » Léa, maintenant âgée de 8 ans, sortit en courant de la maison. « Maman, papa, grand-père Philippe est au téléphone et il dit qu'il apporte de la glace pour le dessert demain. » Ils éclatèrent de rire. « Dis-lui que nous serons là, » dit Camille. « Et dis-lui de prendre cette sorte avec les petits morceaux de chocolat que tu aimes, » ajouta Marc. Alors que Léa courait de nouveau à l'intérieur, Marc et Camille restèrent assis dans le silence confortable, regardant les étoiles apparaître dans le ciel de banlieue. « Tu sais, » dit Marc, « je pense que ton père avait raison sur une chose. »« Laquelle ? » ?»« Tu mérites le meilleur. » Il l'embrassa doucement. « Je vais juste passer le reste de ma vie à essayer d'être à la hauteur. »« Tu es déjà plus que suffisant. » chuchota Camille contre ses lèvres. « Tu es tout. » Voilà l'histoire extraordinaire de Marc et Camille, qui nous enseigne que la vraie richesse ne se mesure pas en euros, mais en amour partagé. Marc, ce père célibataire au grand cœur, a offert bien plus qu'un toit à une étudiante désespérée. Il lui a donné une famille. Camille a découvert que renoncer à des millions d'euros était un petit prix à payer pour trouver sa vraie place dans le monde. Cette histoire nous rappelle que les gestes de bonté les plus simples peuvent transformer des vies. Parfois, celui qui semble avoir le moins à donner possède en réalité le trésor le plus précieux, un cœur généreux. Et parfois, ceux qui fuient leur passé privilégié trouvent leur vraie richesse dans l'authenticité d'une nouvelle famille. Philippe Beaumont a appris que l'amour ne se commande pas, ne se négocie pas, ne s'achète pas. Il se donne librement et se reçoit avec gratitude. La vraie paternité, c'est vouloir le bonheur de son enfant, même quand ce bonheur ne correspond pas à nos propres rêves. Dans notre monde obsédé par le statut et l'argent, souvenons-nous de cette famille qui a choisi l'amour plutôt que le luxe, l'authenticité plutôt que les apparences. Car au final, nous ne sommes pas riches par ce que nous possédons, mais par ceux qui nous aiment vraiment. Et vous, mes chers abonnés, qu'est-ce qui compte vraiment dans votre vie? Partagez vos pensées en commentaire et rappelez-vous que la vraie noblesse se trouve dans la gentillesse, pas dans les comptes en banque.